Bienvenue dans nos studios de Triari Productions où est produite notamment la série Point de repère pour cette table ronde autour de la vulgarisation de l'histoire. Nous sommes en la Facebook pour à peu près plus d'une heure, donc n'hésitez pas à partager, à liker, voire à commenter. On essaiera de répondre au maximum à vos questions. Et pour commencer, je vais d'abord vous présenter les personnes qui sont autour de moi. Donc tout d'abord à ma gauche, il y a Charlie Danger, qui est vulgarisatrice historique et en archéologie aussi, et qui est créatrice de la chaîne YouTube Les Revues du Monde. Nous avons Monsieur Christian Amalvi, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Montpellier 3. Nous avons aussi Pierre Lergenmüller, qui est donc auteur et réalisateur de la série de Point de repère. À ma droite, nous avons Brice Morin, qui est game designer et responsable de la formation jeux vidéo à l'école Artefix à Montpellier. Et enfin, Hugo Bimard, qui est à la fois réalisateur, auteur de la série Confession d'histoire. Donc vous pouvez retrouver aussi sa chaîne sur YouTube. Et tout de suite, on va pouvoir rentrer un peu dans le vif du sujet en définissant un peu ce qu'on appelle la vulgarisation de l'histoire. Et je me tourne pour cela d'abord vers Monsieur Amalvi, pour qu'il nous explique un peu ce qu'on entend par vulgarisation et à partir de quel moment on peut considérer qu'on a commencé à vulgariser l'histoire. Alors, il y a plusieurs périodes, je dirais. Disons que pour simplifier, la vulgarisation, c'est répandre dans la société française le savoir historique, et notamment dans des milieux qui, en dehors de l'école, n'avaient pas accès aux livres. Alors, moi je verrais trois périodes de la vulgarisation. Sous la Troisième République, par exemple, entre les années 1880 et 1940, il y a une vulgarisation catholique et une vulgarisation laïque, qui constituent des collections qui s'adressent à la fois aux enfants et à leurs parents, puisque, en général, dans le peuple, il n'y a pas de bibliothèque. Mais cette vulgarisation, elle ne se contente pas de diffuser un savoir historique. Elle a un but bien précis qui est idéologique et moral. C'est former des gens qui redécouvrent l'Ancien Régime et vont combattre la Révolution française. Avec la République, la Révolution est en quelque sorte installée au village, pour parler comme Maurice Agulon. Et donc, on va diffuser dans ces collections catholiques des biographies de grands saints, de grands rois, de grands ministres catholiques, en disant cet ancien régime que l'école républicaine et laïque ne cesse de stigmatiser, de dénoncer, eh bien, nous considérons que cet ancien régime est remarquable, qu'il a fait du très bon travail et qu'il a été injustement stigmatisé, détruit par la Révolution. Et donc une volonté de réhabiliter à travers Saint-Louis, à travers Louis XIV, l'Ancien Régime et ses fastes. De l'autre côté, les laïcs, eux, vont par des collections qui vont compléter les manuels scolaires laïques, montrer au contraire que sous l'Ancien Régime, le peuple était opprimé, et on va légitimer la République et la Révolution, qui est sa matrice, en exaltant les prédécesseurs des révolutionnaires. Étienne Marcel, qui a vécu par exemple au XIVe siècle, est le premier maire de Paris à avoir voulu en quelque sorte réformer la monarchie et qui a été assassiné. On va célébrer des grandes figures de la Révolution, mais pas toutes, pas celles qui clivent. Bon, Robespierre, on préfère ne pas en parler. On célébrera Danton, parce que c'est un patriote. Marat, on n'en parle jamais. On exaltera Hoche, Kléber, Marceau, en disant, vous voyez, sous l'Ancien Régime, parce qu'ils étaient du tiers-état, du peuple, ils n'auraient pas dépassé le grade d'adjudant. Ils n'auraient jamais été officiers, parce qu'ils n'étaient pas nobles. Et à 25 ans, la Révolution leur a permis de commander des armées entières. Et puis, on va célébrer les successeurs de la Révolution, des gens comme Victor Hugo qui ont célébré la Révolution, Gambetta qui est parti, qui a quitté Paris en ballon en 1870, et toutes les grandes figures du XIXe siècle. Donc, il y a un choc. La vulgarisation, elle sert en quelque sorte à légitimer à gauche, chez les républicains, la Révolution et la République. Chez les catholiques, elle sert à réhabiliter la monarchie et l'Église catholique qui est attaquée. La deuxième phase de la vulgarisation, elle se produit après 1920. Chez Fayard, on va voir apparaître une collection qui s'appelle les Grandes études historiques, qui va durer jusqu'aux années 60. Et là, on est vraiment, on s'adresse non plus aux enfants, mais directement au grand public. Le niveau d'instruction s'est élevé, donc on s'adresse directement à un public adulte, ce qui n'exclut pas que les enfants, les adolescents puissent se lire aussi, bien sûr, dans les bibliothèques de leurs parents. Mais c'est une collection qui se veut résolument de réhabilitation de l'Ancien Régime. On confie soit des universitaires, mais qui n'enseignent pas, qui ont quitté l'enseignement, qui font du journalisme. Par exemple, un des responsables, c'est Pierre Gaxotte, qui est très connu, et qui va publier des histoires de France, une histoire célèbre de la Révolution,
où il va montrer la Révolution sous des jours apocalyptiques. Il va faire de Robespierre l'ancêtre de Lénine en disant la terreur, c'est déjà Lénine qui a voulu imposer le point de vue des Jacobins dans toute la France. Et cette collection va avoir un succès énorme parce qu'elle est écrite, et c'est là le style vulgarisation, pour être comprise par tout le monde, par le grand public. Donc il n'y a pas de jargon universitaire, il n'y a pas de notes de bas de page. Ce sont des livres qui ne sont pas énormes et qui sont d'un prix relativement abordable. Donc là, on a et le style est un style très élégant. Pierre Gaxotte sait manier la plume, c'est un grand écrivain. Il a d'ailleurs été élu à l'Académie française. Et cette collection des grandes études historiques va marcher. Alors parmi les auteurs, il y a Jacques Bainville, qui va publier dans cette collection un Napoléon qui aura un succès énorme et qui va montrer que Napoléon est le successeur de la Révolution, c'est au fond l'héritier de Robespierre. Et donc c'est un personnage négatif. Alors que Napoléon a beaucoup de succès, lui, il souligne son côté négatif en disant Napoléon, c'est vraiment le héros révolutionnaire par excellence. Il a diffusé la révolution partout. Donc c'est une collection qui va avoir un énorme succès dans la bourgeoisie française et qui a une volonté vraiment de réhabiliter, de célébrer l'ancien régime et de montrer que la révolution et l'empire, eh bien, ont apporté une catastrophe et que seule la monarchie pourrait permettre à la France de retrouver son rang dans les nations. Les universitaires, sauf des gens comme Pierre Gaxotte, ne participent pas à ces collections. Ils estiment que c'est justement le contraire de ce qu'ils veulent. Et on peut dire que, sauf exception, les universitaires ne participent pas à cette collection. Alors, dans les années 60, chez Fayard, mais il y a une autre collection qui a proposé à des universitaires d'intervenir de faire de la vulgarisation, bien de partager le savoir historique en train de se faire dans le grand public. Et ça n'a pas fonctionné. C'était une collection qui a été lancée dans les années 60. Il y a un seul titre qui a eu un énorme succès, c'est le livre de Pierre Goubert, Louis XIV et 20 millions de Français. Et Pierre Goubert est quelqu'un d'extraordinaire, universitaire, et il a décidé de démolir volontairement Louis XIV. C'est-à-dire qu'il a voulu, la première phrase de ce livre, qui se veut grand public, c'est de dire le cimetière est au centre du village, comme la mort est au centre de la vie. Et c'est volontairement pour aller à contre-courant volontairement pour aller à contre-courant de tout son avis. Le grand roi, il dit, le grand roi a vécu trop longtemps, c'est la misère, et lui, et là, on a vraiment, peut-être pour la première fois, une volonté de transmettre un savoir universitaire. Pierre Goubert est quelqu'un qui est un des premiers à avoir exploité les archives démographiques, c'est-à-dire les registres d'état civil qui apparaissent au XVIe siècle, sous François Ier, mais qui sont surtout répandus à partir de la fin du XVIe ou du XVIe siècle. Et à partir de l'étude des registres de baptême, de mariage et de sépulture, eh bien, il a établi dans sa thèse, il a travaillé sur le Beauvaisis, le Beauvais et le Beauvaisis au temps du grand roi, et il a montré que pratiquement 6 enfants sur 10 mouraient en bas âge. C'était une catastrophe. La démographie, très peu d'enfants parvenaient à survivre, et quand ils parvenaient à survivre, l'espérance de vie était, et encore le Beauvaisis était une région qui est plutôt riche par rapport à des pays comme l'Auvergne ou la Bretagne. Bon. Eh bien, l'espérance de vie était, mettons, pour les femmes qui mouraient souvent en couche, de 30 ans, et un homme de 50 ans est un homme vieux, c'est déjà un adulte vieux. Donc, il va faire un tableau très noir de la situation en disant, ce qui m'intéresse, c'est la vie des Français. Ce sont les 20 millions de Français qui sortent du règne du grand roi, appauvris par les impôts, les guerres, etc., la peste, tout ça. Donc, c'est un tableau d'une noirceur totale. Et le grand roi, il est stigmatisé, il a son château avec ses maîtresses. Pierre Goubert dit nettement ça n'intéresse pas. Et c'est un livre extraordinaire. Et ce livre a provoqué d'ailleurs 20 ans après la réaction de François Bluch, qui lui aussi a publié un livre pour le grand public, où il va prendre le contre-pied de Pierre Goubert. Et Pierre Goubert, dans Le Monde, a fait un compte-rendu du livre de François Bluch en reconnaissant que c'est un livre très bien informé. Il ne partage pas ses conclusions, mais il reconnaît que François Bluch a fait un très grand livre. Et alors, ce qui est amusant, si j'ose dire, dans cette affaire, c'est que François Bluch est quelqu'un qui est protestant. Alors on lui a dit, mais comment vous qui êtes protestant, pouvez-vous célébrer l'image d'un roi qui a tout de même révoqué l'innocence? Et alors il a répondu, il était passé chez Pivot, et apostrophe, je précise, on y reviendra sans doute dans le cours de notre émission,
Mais Apostrophe a fait énormément pour la vulgarisation historique. Bernard Pivot a été un vulgarisateur de très grand talent, je dirais même de génie. Et Bernard Pivot lui a dit, mais comment pouvez-vous, vous, protestants, célébrer quelqu'un qui a été quand même, qui a provoqué le malheur de votre communauté? Il répond, mais je suis un historien, je me replace dans le contexte de l'époque. Louis XIV, quand il a été sacré à Reims, a prêté serment sur la Bible, et il mettait en cause son salut éternel, d'extirper l'hérésie. Il ne faut pas projeter sur le passé nos sentiments, qui sont bien sûr à l'œcuménisme aujourd'hui, de tenir compte de cela. Je pense que c'est une thématique assez intéressante, justement, de la projection des sentiments et la projection de notre époque ou de nos attentes sur l'histoire. Et c'est quelque chose sur laquelle, à mon avis, on va revenir. Parce que, à mon avis, c'est quelque chose qui est actuellement fait dans le cinéma, qui est actuellement très présent dans la production audiovisuelle ou même dans le jeu vidéo. Mais moi, à partir de ça, en fait, j'avais une question. Attendez, si je termine la vulgarisation, je termine. Il y a un dernier stade qui est un petit peu celui justement de François Bluch. C'est à partir de 1975, à partir de ces milieux des années 70, qui sont cruciales pour beaucoup de choses, notamment dans la perception de l'histoire. Chez Fayard, on laisse tomber depuis longtemps les grandes études historiques. On a laissé tomber la collection de Pierre Goubert parce qu'elle ne marchait pas, malheureusement. Et on va publier des biographies. Et en 1975, Fayard publie, un petit peu comme on jette une bouteille à la mer, en se disant, est-ce que ça marchera? On ne sait pas. Le livre de Paul Murray Kendall, qui est une biographie de Louis XI. Et à la stupéfaction générale, c'est un livre érudit, un livre universitaire, ça va avoir un succès énorme. Et à partir de là, eh bien, les universitaires vont accepter de se mêler de vulgarisation. Ça rejoignait la question que j'allais poser. Et on va voir à ce moment-là Jean Favier, qui va en 1979 publier un Philippe le Bel, qui va avoir un succès énorme. Jean Tullard va publier une biographie de Napoléon qui va avoir un succès énorme. On va voir Pierre Goubert lui-même, qui 20 ans plus tôt avait dit, moi la biographie ça ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse ce n'est pas Louis XIV mais les 20 millions de Français, eh bien va publier une biographie de Mazarin. On lui dit, comment vous, Pierre Goubert, qui êtes intéressé à la démographie historique, qui est un disciple de Fernand Braudel, comment pouvez-vous publier une biographie de Mazarin? Il répond, mais parce que dans mon enfance, comme tout le monde, j'ai lu Alexandre Dumas, j'ai lu Les Trois Mousquetaires, et comme enfant, comme moi-même aussi, j'étais fasciné par Mazarin, qui est un chat qui retombe comme les chats toujours sur ses pattes. Et j'étais tellement fasciné par Mazarin que j'ai voulu en savoir plus, et que j'ai voulu faire partager mon admiration pour ce personnage extraordinaire, en publiant une biographie sur lui, et qui est une biographie très admirative. Et on va voir même des spécialistes d'histoire rurale, Jean Jacquard, qui est un spécialiste de l'agriculture au XVIe siècle en Île-de-France, qui a fait une thèse très érudite, publier un François Ier et un Bayard. Et à partir de là, les éditions Fayard jusqu'à nos jours, suivies par Perrin, par Talandier, vont se mettre à publier par des universitaires de très grand talent des biographies. Et ça n'a pas cessé depuis 1975, et Paul Murray Kendall et son Louis XI. Voilà. Et est-ce que du coup, à partir de ce moment-là, en fait, où les universitaires investissent littéralement le domaine de la vulgarisation, il n'y a pas eu une sorte de confiscation de cette vulgarisation à travers notamment les revues ou ce dont on parlait tout à l'heure, peut-être les expositions, qui a probablement fait fuir aussi une partie du public qui était demandeur de cette histoire? Alors, fuir, c'est pas le terme, je nuancerai quand même, parce que parallèlement, de toute façon, ça n'a pas empêché le public qui était, je dirais, pas très réceptif pour l'université, à qui ça faisait peur, de continuer à lire les biographies ultra classiques d'Alain Decaux et d'André Castelot. Bon, Alain Decaux est mort il y a quelques années à peine, et il a continué jusqu'au bout à publier des biographies sur Napoléon, sur Joséphine, André Castelot, pareil. Donc, si vous voulez, je crois que on voit apparaître à partir des années 75 un double courant de vulgarisation. Celui qui existait depuis les années 50, ce qu'on a appelé peut-être injustement la petite histoire, qui privilégiait les histoires d'alcôve, les histoires de complot, les histoires des princes, de la cour, etc. Je dirais que c'est l'histoire à la Sacha Guitry, prolongée par des biographies faites par des gens de grand talent. Alain Decaux est un grand journaliste. Moi, j'admire son talent à parler pendant une heure, dans les années 70, pendant une heure en direct. Il y avait l'émission Alain Decaux raconte, j'en ai suivi quelques-unes. Arriver sans patauger, arriver à parler distinctement, sans bredouiller comme je suis en train de le faire minablement, mais sans bredouiller pendant une heure en direct, sans se planter,
je dirais chapeau, je serais incapable de le faire dans un cours. Il m'arrive de bredouiller, de chercher mes mots, de prendre mes papiers. Il n'avait pas une note, il n'y avait pas de prompteur, et pendant 1 heure, il arrivait à captiver son auditoire. Bon, donc cette vulgarisation de grand talent, elle continue à exister. Et parallèlement, vous avez des universitaires qui vont se révéler d'excellents orateurs. Bernard Pivot leur donne la parole, et les gens vont découvrir que Emmanuelle Aurora-Durie sait parler au public, que Georges Duby sait tenir en haleine son public, que Michel Perrault, quand elle parle de l'histoire des femmes, elle captive son public, elle nous raconte des choses extraordinaires, et que tous ces historiens, ces universitaires, sont capables de faire aussi une vulgarisation de très grand niveau, sans ennuyer leur public, et sans employer de jargon. Donc, je ne crois pas que ça fasse fuir le public. Je crois qu'il y a un public, il y a plusieurs publics, et qui peuvent aller d'un endroit à un autre. Et vous parlez des revues, effectivement, c'est le même moment, 1977, que la revue L'Histoire est lancée. Elle a fêté ses 40 ans, et elle est vraiment au cœur de la vulgarisation, c'est-à-dire diffuser dans le plus vaste public le savoir en train de se faire. Les universitaires sont capables de dire voilà quelles sont les problématiques, en suscitant des débats sur des sujets extrêmement sensibles, la Shoah, Pétain, Vichy, quel a été le rôle de Vichy, François Mitterrand est-il un résistant ou pas? Là-dessus, l'histoire a joué un rôle extraordinaire pour lancer des débats sensibles. Et du coup, on va se tourner aussi vers nos youtubeurs pour savoir justement en fait quel est votre placement vous par rapport à cette vulgarisation historique, comment vous vous placez par rapport à parfois ce savoir universitaire, parce que au mine de rien vous puisez aussi dans ce savoir, parce que j'imagine que vos sources généralement sont des ouvrages d'universitaires, vous dépouillez peut-être des sources, vous allez peut-être directement voir les sources. Donc comment vous vous situez dans cette vulgarisation et peut-être aussi comment vous envisagez votre rôle ou votre message? Alors je pense que déjà ça varie beaucoup d'un vulgarisateur à l'autre. On n'a pas tous les mêmes approches ni les mêmes objectifs. En ce qui me concerne, je vais parler pour moi. J'essaye forcément, on puise dans tous les ouvrages même de vulgarisation qui ont déjà été faits, et la majorité du temps, on essaye en fait. Je pense que la majeure partie de notre travail, le plus gros de notre boulot, c'est pas tant de faire de la vulgarisation, puisque la vulgarisation, ça fait un moment déjà que ça existe et il y a beaucoup de gens très talentueux qui en font, mais c'est de répondre à une nouvelle problématique qui vient avec notre époque, à savoir comment intéresser une tranche d'âge qui est la 18-30 ans, qui aujourd'hui se désintéresse complètement de tous les médias traditionnels, si je peux me permettre, à savoir la télévision, les journaux, les revues, comme vous en parliez tout à l'heure. Et ces personnes-là, il faut, enfin, c'est pas qu'il faut, mais en tout cas, ce serait intéressant de pouvoir leur offrir un outil pour avoir ce contenu-là. Et cet outil, je pense que Hugo sera d'accord avec moi, on l'a trouvé grâce au biais d'Internet et plus particulièrement de YouTube, qui est une très très bonne plateforme pour faire de la vulgarisation, puisqu'elle nous permet d'avoir une créativité qui laisse place à une vulgarisation qui va toucher cette audience-là. Donc ça passe par plein de choses différentes, ça passe par l'humour, ça passe par des codes qui sont propres à notre génération, vu que j'appartiens moi-même à cette génération des 18-30 ans. Et donc mon objectif, en tout cas ma grosse problématique avec l'émission, c'est pas tant de faire de la vulgarisation, puisque ça existe déjà, et comme je disais, il y a plein de gens qui le font déjà, mais c'est plutôt comment est-ce que moi je vais faire pour toucher l'audience que je vise, et pour faire en sorte que cette audience puisse avoir un outil de vulgarisation qui lui corresponde. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que je pourrais reprendre quasi mot à mot tout ça à mon compte aussi. C'est vrai que c'est pas tant, en plus, moi, c'est pas tant l'aspect vulgarisation historique que je recherche en premier lieu. C'est avant tout de faire de l'humour avec l'histoire, de jouer de l'histoire pour raconter une histoire. Alors il y a cet aspect narratif qui est intéressant déjà parce que je pense que beaucoup de gens pour justement être intéressé, un certain public a besoin qu'on lui raconte une histoire avec un petit H, avec tout ce que ça implique, éventuellement de distorsion, de simplification parfois. Et j'essaye d'éviter ces écueils. J'essaye par exemple, pour ce qui est de la simplification, de ne pas être trop sur les grandes lignes et d'aborder, malgré la nécessité de faire de l'humour, comme je disais, d'aborder des aspects parfois un peu plus complexes. Je pense par exemple lorsque je traite de l'Antiquité, j'aime bien montrer un petit peu ce que pourrait être le sentiment religieux. Ah, un mort sur le... À la direct.
montrer par exemple ce que pouvait être le sentiment religieux dans l'Antiquité. Ce rapport au divin avec ce côté superstitieux et vas-y que je te sacrifie n'importe quoi pour n'importe quelle occasion. Dès qu'on prend un bateau, on va sacrifier à Poséidon. Et bon, voilà, vous voyez ce que je viens de faire là, par exemple, c'est typique, c'est essayer de trouver l'humour dans ces situations. Et le ton. Et le ton qui va avec, puisqu'en effet, mes personnages parlent de manière contemporaine, ce qui permet là aussi de faire de l'anachronisme et donc de faire de l'humour. Mais est-ce que ça répond, enfin je sais pas comment vous placez par rapport à ça, est-ce que vous essayez de répondre à un manque que vous-même vous avez vécu par rapport à l'histoire, par rapport à effectivement peut-être des comédies historiques qui n'existent plus, enfin dans le cinéma en tout cas, à part Kaamelott, mais Kaamelott c'est quand même, voilà, non mais Kaamelott on est lors de la série c'est encore quelque chose. À chaque fois qu'on parle de Kaamelott, je réponds toujours. Depuis Coluche. Voilà, 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Mais des comédies historiques depuis ça, il y en a pas eu énormément, alors qu'il y en avait beaucoup dans les années 60-70. Non, mais moi, en gros, voilà, ce que je disais, c'est qu'à la base, ce que je voulais, c'était faire de l'humour et travailler la comédie avec des acteurs. À partir de là, je voulais aussi qu'il y ait une dimension culturelle, que ce soit pas juste le gag pour le gag, mais qu'on puisse aussi en tirer quelque chose, voilà, sur un plan pédagogique et culturel. Et dans un premier temps, j'avais pensé à un concept qui tournerait plutôt autour de la philosophie, puisque c'est la formation que j'ai. Faire rigoler avec la philosophie, c'est pas évident. C'est faisable. Il y a quelqu'un qui le fait en ce moment sur YouTube qui s'appelle Monsieur Phi, qui a une chaîne où il parle de philosophie et il le fait d'une manière. Donc il fait de la vulgarisation en trouvant toujours les bons exemples et avec une dose d'humour qui est parfaitement maîtrisée, c'est excellent. Mais en me replongeant dans l'histoire, j'ai surtout vu tout le potentiel qu'il y avait dans les personnages, dans les rebondissements. C'est une mine de comédie énorme. Je prends toujours cet exemple, mais Aliénor d'Aquitaine qui se retrouve au lit avec Louis VII, avec le petit moine, c'est un couple de comédie. Alors le problème avec cette démarche-là, c'est que c'est sûr que c'est une vision de l'histoire par le petit bout de la lorgnette. En tout cas, on n'est pas du tout dans le roman national au sens on va pas parler de quelque chose de grandiose et de magistral et de épique. La comédie, ça traite toujours des fêlures des personnes. Ça prend toujours l'humain parce qu'il a de plus petit. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui parfois me disent voilà, non mais vos personnages, mais ils ont rien de grandiose, ils ont rien d'admirable. Ça tient au genre de la comédie et ça va avec quoi. Ce qui est assez fou, c'est que tu essayes tout simplement assez carré quand même sur les faits historiques et d'avoir une approche qui est proche de celle de l'universitaire. Oui, d'autant plus que l'humour n'est pas une couche que je mets par-dessus. Encore une fois, j'essaie vraiment de faire en sorte que l'humour naisse de la réalité, oui. Des événements, des retournements de veste, des choses incroyables. Le mec qui part à la croisade, qui va se baigner, pouf, il crève. Qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve comme des cons. C'est vraiment l'histoire avec un grand H qui est au cœur de la situation et de la comédie. Je peux juste rebondir sur la question que tu avais posée juste avant, qui je trouve assez pertinente. Je ne sais plus comment est-ce que tu l'avais formulée précisément, à savoir est-ce qu'on répond à un nouveau besoin, je crois. Là-dessus, je me suis beaucoup posé la question de savoir pourquoi est-ce que ces formats-là fonctionnaient plus que d'autres. Et alors, c'est un peu mon hypothèse personnelle, je ne sais pas ce qu'elle vaut, et je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi ou si vous serez d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que la nouvelle génération, celle qui est en train d'arriver, c'est une génération qui vit beaucoup dans l'action, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup de choses autour d'elle en permanence, il y a beaucoup d'écrans, il y a beaucoup de choses qui se passent, on est constamment connecté, on est constamment avec des images, sollicité exactement. Et là où YouTube se place, à mon avis, comme le média favori de cette tranche d'âge-là, c'est parce que justement, on leur propose quelque chose qui répond à ce besoin qu'ont j'aime pas ce terme, mais ça fait un peu vieille conne, mais qu'ont les jeunes de justement réfléchir à toutes ces problématiques, mais dans un environnement qui va leur faire du bien, où ils vont pouvoir rentrer chez eux le soir après une journée de travail et quand même avoir un moment de plaisir en regardant justement des vidéos historiques où il y a de la qualité d'un point de vue fond et en même temps une forme qui les attire et qui leur plaît. Mais je pense que du coup ça rejoint peut-être aussi le postulat de point de repère, d'essayer de recapter
un public qui n'est pas forcément habitué à l'histoire à travers une esthétique qui est peut-être un peu particulière, une mise en scène qui est plus péchue ou peut-être que tu peux nous en dire Ouais, exactement. Donc Point de repère, nous, la différence, c'est que c'est diffusé sur Arte Jeunesse. Donc le public visé, et il est plus jeune. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant pour des gens plus âgés, mais le postulat de départ, c'était de vraiment de parler aux gens qui ne sont pas intéressés par l'histoire. Clairement. Pour moi, la vulgarisation, c'est ça, c'est parler à des gens qui savent déjà. C'est super intéressant pour moi, j'adore faire ça, discuter avec vous, passionnant. Mais c'est avant tout capter des gens qui en ont rien à faire. Des gens qui ont été énervés par les cours d'histoire, qui en avaient marre de Madame Bidule ou de Monsieur Machin, quand ils étaient leurs profs au collège, et essayer de les recapter en racontant l'histoire sous forme d'histoire racontée. L'idée, c'est la raconter comme quand je raconte une histoire à un enfant le soir pour les coucher, et la raconter avec beaucoup d'emphase pour la rendre passionnante et pour la rendre super intéressante et aussi pour amener la personne à réfléchir sur quelque chose. En la laissant, je te dis bonne nuit. Et je sais que l'enfant va se coucher en disant il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, c'était cool. Et il a fait ça le chevalier, et puis il a fait ça. Les premières versions de pilote de Point de repère, on mentionnait pas les noms des personnes. On disait pas Philippe Auguste, on disait un jour un roi va faire ça. Parce que le plus important, c'était pas pour moi, c'était pas les dates, c'est pas les noms. Il y avait quasiment pas de date au départ dans les pilotes. C'était vraiment ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que j'aime raconter l'histoire et j'aime écouter l'histoire vraiment sous forme d'histoire. Pour moi, il n'y a pas de différence entre l'histoire en tant que science enseignée à l'université ou ailleurs et mon histoire perso. Il y a une droite ligne entre ma naissance, mes parents, mes amis, etc. et les hommes au néolithique, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est l'histoire de l'humanité. Et tout ce qui s'est passé depuis a fait que je suis là aujourd'hui et me configure d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup de choses qui sont configurées par mon enfance, mon éducation, mais aussi par le fait que je sois français, que j'ai vécu des choses dans un pays qui a vécu des choses. Et moi, ça me passionne. Et je suis absolument convaincu que connaître ce passé-là, ça permet énormément de se construire et de savoir plus qui on est. À savoir que je me suis rendu compte en travaillant sur Point de repère qu'il y a énormément de choses que je pensais acquis par tous et de façon définitive et qu'ils n'étaient absolument pas. On parlait de Shoah. J'ai été extrêmement surpris en parlant avec des gens en disant la Shoah, ils savent pas ce que c'est, absolument pas. Sans parler des dates des Premières Guerres mondiales et des Deuxième Guerre mondiale. De discuter de l'apartheid avec des enfants de 13 ans, pour moi c'est fondamental. L'apartheid, c'est de comprendre comment ça s'est mis en place et comment ça s'est arrêté. C'est fondamental parce que ça peut recommencer chez nous demain. Et de savoir que c'est déjà arrivé, ça ne veut pas dire qu'on va l'éviter, mais au moins on connaît ces mécanismes-là. Donc raconter l'histoire sous forme d'histoire, parce que c'est notre histoire. J'ai l'impression quand on fait un épisode de Point de repère, vraiment de dire voilà, c'est notre histoire qu'on va raconter, c'est nous. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec des silhouettes, parce que je veux pas c'est vraiment l'inverse et le complément. J'adore vraiment ce que tu fais en plus, je trouve ça super bien comme approche. L'approche du mot, je trouve ça vraiment capital. Mais nous, on essaie de pas déshumaniser les personnes, mais on voit pas leur visage. On voit que leur silhouette, on voit leur fonction, on voit ce qu'ils font, on voit leurs actes. Et c'est vraiment fait, c'est fait pour avoir un autre bout de lorgnette. Je pense que c'est des bouts de lorgnette qui se complètent. Et c'est pas sous forme d'humour, c'est vraiment sous forme d'emphase. Il y a plus d'épique, il y a plus de mise en scène dans le côté. Vous allez voir l'histoire que je vais vous raconter, elle est fantastique, elle est super intéressante et elle est tragique. Ou elle est fabuleuse. On vient de faire un épisode sur Champollion. On a chargé la mule dans le côté fantastique de Champollion, ce qu'il a fait, le côté passionné de ce bonhomme qui savait parler je sais pas combien de langues alors qu'il avait que 16 ans. Donc on est vraiment sur le côté, faire rêver, passionner, pour essayer d'intéresser. Est-ce que je peux rebondir là-dessus ? Je suis désolé, c'est un peu ma spécialité parfois de... Non, mais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, je vous encourage à le faire. Mais sur Point de repère, il y a cet aspect aussi uchronique, qui est assez intéressant. Je ne sais pas s'il était en place dès le début, mais c'est un jeu particulier dans la narration historique, l'Uchronie. Alors tout à fait. Alors il a été en place très rapidement. J'ai coutume de dire qu'il y a eu, je crois qu'il y a eu 35 versions du pilote de Point de repère. Donc il y a eu beaucoup de phases, beaucoup de travail dessus. Il s'est mis en place assez vite parce que moi je trouve ça fantastique et ça rapproche encore du côté humain qui me plaît dans Point de repère. Le côté et si cette personne avait fait un choix différent. Si cette personne avait fait un choix, donc on n'est pas sur du si cet arbre était tombé ou si une comète était tombée. C'est-à-dire que toutes les uchroniques qu'on va créer sont autour de choix ou de gestes ou d'actions faites par des êtres humains. Et de dire que moi, je suis pas Napoléon Bonaparte, mais si je fais quelque chose qui entraîne quelque chose, ça peut justement entraîner un Hitler ou autre chose, simplement par mon vote par exemple. Donc c'est des si, et l'Uchronie pour moi c'est un moyen de nous remettre nous, acteurs d'histoire. Je peux faire quelque chose en tant que simple personne, en tant que simple citoyen, en tant que simple humain. Je peux faire quelque chose qui a de l'importance pour le monde, ne serait-ce que pour ma famille, pour mes amis, mais en tout cas pour le monde. J'utilise souvent l'exemple
Par exemple, Churchill qui s'est fait renverser par une voiture. Qu'est-ce qui serait passé s'il était mort? Seconde Guerre mondiale sans Churchill, je sais vraiment pas ce qui serait passé. Donc il y a plein de petits événements qui semblent insignifiants, d'autres qui le sont moins, mais en tout cas qui configurent tout ça. Et à chaque fois, c'est les êtres humains qui ont décidé, d'une façon ou d'une autre, consciente ou pas, mais en tout cas qui ont décidé. On est acteurs de notre histoire, tout en étant un petit peu apprenti aussi, parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on fait, mais en tout cas, on en est vraiment acteurs. Mais il n'y a pas de personne insignifiante dans l'histoire de l'humanité. Mais le fait de raconter des histoires, comme on dit, ça pose un certain nombre de problématiques que je trouve assez intéressantes. C'est que quand on raconte une histoire, on rentre dans une logique dramaturgique. Et quand on fait de la dramaturgie, forcément, on va prendre un point de vue particulier, le point de vue d'un protagoniste. Il va y avoir déjà un protagoniste, un antagoniste. Pas forcément un gentil, un méchant, parce qu'on peut avoir un anti-héros aussi, ça existe. Mais en tout cas, ça va être, quand on voit les séries, par exemple, Tudor ou autres, etc., ça va être un certain point de vue. Et ça, c'est peut-être un truc qui est une limitation de ce type de vulgarisation, de raconter une histoire, c'est qu'on va avoir uniquement un aspect des choses et jamais le contrepoint. Alors, moi, pour Confession d'Histoire, justement, j'essaye d'aller contre ça en interrogeant différents personnages. Ouais. Ça permet de faire un choc des points de vue. Et un tel va, par exemple... Puis d'avoir cette relation un peu intime avec le personnage aussi, c'est très intéressant. Il y a l'aspect humanisation des personnages qui est très important pour moi, leur donner de la chair, c'est sûr. Qui permet de mais ce qui est aussi intéressant, c'est de confronter les points de vue, voilà, le point de vue du chrétien face au point de vue du musulman pour la première croisade. Chacun va avoir son beefsteak à défendre, chacun va avoir ses raisons, sa logique, qui fonctionne en tant que telle. Et le danger, le risque à raconter une histoire, c'est de raconter l'histoire uniquement d'une catégorie, d'une personne, d'une culture. Et justement, Pierre, peut-être. Ouais, je peux juste. Oui, bien sûr. Moi, je voulais rebondir aussi, mais je t'en prie. Je vais. Merci. Je t'en prie. Super intéressant. En plus du fait que dans tes personnages, puisqu'ils disent ce qu'ils pensent, ça nous permet de vraiment aller en profondeur, je trouve, là-dedans. Et moi, je trouve ça super intéressant. Et la notion du point de vue, on l'a vu pour l'épisode de l'apartheid. Chaque épisode de Point de repère est constitué de 5 chapitres. Et on a fait un chapitre. Chaque chapitre, il est présenté, entre guillemets, par une personne différente. On commence par un guerrier zoulou, parce qu'on essaie de remonter aux origines de l'apartheid. On incarne également un gardien de prison. On incarne un fermier bourse. On incarne forcément une personne dans un ghetto, en fait, de nos jours. Et en essayant d'essayer de justement présenter ses points de vue. Mais notre format le rend super difficile, c'est comme approche. Tandis que moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est ça, c'est de pouvoir avoir Marc-Antoine qui raconte pourquoi est-ce qu'il fait tel geste, parce qu'il dit ouais, mais en même temps, je vais pas faire ça, parce que l'autre petit Auguste là commence à me saouler. C'est raconté comme ça. Je trouve que c'est hyper limpide, c'est hyper direct. On perd pas de temps en essayant d'expliquer de façon politiquement correcte. Et je trouve que ça a énormément d'impact. On comprend parfaitement ce qui est donné. D'autant plus qu'on sent que c'est pas écrit et jeté comme ça, c'est basé sur une vraie source historique. Ce qui fait que quand il dit il va vraiment me saouler, effectivement, on sait qu'il l'a vraiment saoulé. Et c'est ça qui est hyper intéressant sur cette comme écriture. problématique-là, peut-être que le jeu vidéo a des choses à dire. Alors en fait, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, donc j'ai essayé de me souvenir un petit peu de tout. Donc je vais d'abord peut-être revenir un petit peu en arrière. On a une problématique dans le jeu vidéo qui est légèrement différente, c'est que c'est un média qui reste relativement jeune. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 axes pour traiter de l'introduction de l'histoire à l'intérieur d'un produit culturel qui sera un jeu vidéo. Il y a un premier axe qui est lié à l'industrie vidéoludique, où là on va avoir un intérêt en fait d'observer l'histoire sur son caractère fascinant. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des contextes, on va essayer de trouver des personnages qui seront forts, on a parlé de dramaturgie, et on va projeter le joueur dans cet univers, dans cet environnement, pour lui permettre après d'interagir et donc d'avoir son expérience de jeu. Donc ça, c'est ce qui est utilisé beaucoup par Ubisoft, c'est ce qui est utilisé par Rockstar. Après, on aura une autre approche qui sera légèrement différente, qui sera plutôt une approche qu'on va qualifier de serious game, où là, on va utiliser le jeu comme étant un vecteur de médiation sur des contenus, et on va dans ce cas-là essayer de travailler sur une typologie d'action à l'intérieur du jeu pour pouvoir permettre de véhiculer un certain nombre de messages qui seraient à caractère historique. Donc c'est quelque chose qu'on va avoir plus par exemple sur des jeux comme Crusader King 2 qui n'est pas vraiment un serious game à proprement parler, mais qui est un jeu de simulation qui va permettre... Un jeu de gestion essentiellement. Qui est un jeu de gestion et qui va permettre par ses choix de comprendre de manière beaucoup plus fine le rôle d'un chef d'État pendant le Moyen-Âge. Donc on va vraiment traiter cette espèce de choix qui sera extrêmement important. D'une part, le caractère fascinant. Et là, on rejoint sur ce qu'on a dit aussi, c'est à certains moments, l'histoire a été en mesure de nous faire rêver
Et comme la fonction d'un jeu vidéo aussi est régressive, c'est-à-dire qu'elle nous amène à reconnecter sur des émotions de jeu et sur des actions qui sont des actions qu'on a eues pendant notre enfance. On a tous rêvé, voilà, à être des cow-boys, à être des chevaliers, à être des pirates. Et là, les contextes historiques qui offrent une panoplie de possibilités. Et on a une histoire qui est extrêmement chargée d'un point de vue du monde, et on a cette capacité justement à pouvoir ancrer les individus. Surtout que dans les créateurs de jeux vidéo, beaucoup sont passionnés d'histoire, et donc ils vont pouvoir utiliser ça pour créer un univers et le faire partager. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu une évolution en fait ces dernières années par rapport justement à l'histoire qui servait juste de contexte narratif, de cadre à une aventure, donc pour le côté régressif, Oui. vers justement une volonté de faire acte de vulgarisation et de proposer un contenu de plus en plus précis comme Assassin's Creed Origins, Voilà. où ils ont justement édité un supplément qui est littéralement, qui propose de se balader dans l'Égypte antique. Ça a été quand même validé par des équipes d'historiens extrêmement sérieux et qui permet justement d'offrir à des élèves ou à des professeurs une plongée littéralement dans l'histoire. Ouais. Oui, absolument. C'est-à-dire que, en fait, comme on est sur un produit culturel qui est en train de se maturer, il y a une volonté aussi qui est dictée par des problématiques économiques, d'avoir un gain dans la qualité des contenus qui sont produits. Et ce gain, il peut être aussi associé à la cohérence de l'expérience qu'on va proposer en termes de jeu. Et donc, de plus en plus, on va avoir des historiens qui vont agir en tant que consultants à l'intérieur des productions pour garantir une cohérence et une véracité historique dans les expériences de jeu. Il y a aussi autre chose, c'est que, étant donné qu'on est sur un média de masse, il y a un intérêt à fidéliser aussi. Lorsqu'on est vraiment... Il y a un côté qui est vraiment associé à la passion de l'histoire qui sera intégré à l'intérieur de l'équipe, mais il y a aussi une réalité industrielle qui est de considérer que si on publie une extension qui va être utilisée dans le cadre d'école, il y a une volonté aussi de communication positive sur l'entreprise en termes d'image qui lui permet de pouvoir être associé on va dire, dans l'image collective et dans l'inconscient, cette entreprise gagne en réputation. Pour parler un petit peu en langage. Peut-être Charlie, tu voulais poser une question? Non, pas forcément poser une question, mais je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, Brice. Finalement, le point commun qu'il y a entre ce que fait par exemple Hugo, ce que peut produire Brice et toutes ces notions-là, c'est le fait qu'on va faire appel à l'émotion des spectateurs ou des joueurs pour diffuser un message de vulgarisation. Et je trouve ça intéressant dans le sens où, justement, il avait été montré, il me semble que quand on ressentait une émotion pendant un apprentissage, on avait tendance à beaucoup mieux retenir l'information. Donc est-ce qu'au final, c'est pas ce qu'on essaie de faire en essayant d'offrir une perspective de jeu où on se met dans la peau du cow-boy, comme tu disais tout à l'heure? Alors, oui, en fait, on va utiliser les émotions aussi pour les questions d'osmose. C'est-à-dire que si on réussit à établir à l'intérieur d'un jeu, utiliser plutôt un contexte historique qui est fort d'un point de vue de son évocation, par osmose, la puissance de ce contexte historique valorise aussi le joueur. Parce que le simple fait d'être ici et de vivre cette expérience le valorise et déclenche aussi des réactions extrêmement positives d'un point de vue émotionnel. Parce que on peut côtoyer Léonard de Vinci, on peut rencontrer Cléopâtre, et donc le simple fait d'avoir un contact qui est fictif à l'intérieur de l'expérience de jeu va être incroyablement émerveillant et va aider en fait le joueur à rentrer dans ce processus d'immersion qui est nécessaire nous dans l'axe de jeu. Et est-ce que c'est quelque chose qui est enseigné aux game designers notamment ou dans les écoles de jeux vidéo, ce rapport qu'il faut entretenir à l'histoire, comment éventuellement fonctionner pour bâtir justement une trame narrative qui serait proche de l'histoire ou qui n'offrirait pas de distorsion en tout cas? Est-ce qu'il y a une formation qui est mise en place? Est-ce que il y a des attentes de plus en plus fortes de la part des studios? Est-ce que c'est une mode? Alors non, c'est pas une mode parce que finalement cette question de l'histoire, étant donné qu'on est sur un marché qui est global, qui concerne l'ensemble du monde, on a la possibilité de pouvoir utiliser les contextes historiques et les histoires comme étant un vecteur de rassemblement. Parce que la question de l'Égypte antique avec tout l'imagerie en fait qu'on peut se faire dessus, les pyramides, c'est quelque chose qui n'appartient pas qu'aux Égyptiens et qui est partagé mondialement. Donc c'est-à-dire que le fait de choisir de faire un jeu dans cette période-là aura une puissance évocatrice qui va être extrêmement important. Donc nous, ce qu'on va travailler avec nos game designers, c'est leur expliquer très simplement que l'histoire, en fait, dans un jeu vidéo, va être contextuelle. C'est-à-dire que
on peut avoir la volonté de raconter une histoire dans un jeu vidéo, mais si on veut réellement raconter une histoire, ce sera beaucoup plus adapté d'écrire un livre ou alors de passer sur des formats vidéo. La question de l'histoire à l'intérieur de jeux vidéo, elle est essentiellement contextuelle parce que l'histoire, elle va se raconter par l'expérience de jeu. Chaque joueur va se raconter une histoire et cette histoire, elle sera cadrée à l'intérieur du level design. Donc, ce qu'on va travailler avec nos game designers, c'est dans un premier temps leur expliquer des principes et des structures narratives qui sont connues. Par exemple, Joseph Campbell avec le monomythe, qui est une structure narrative qui est liée à l'histoire, puisque c'est une sorte de regroupement des différentes genèses qui ont existé dans beaucoup de sociétés, et on détermine qu'il y a un schéma historique. De plus, l'histoire en elle-même a un gameplay. C'est-à-dire que j'ai souvent entendu que l'histoire se répète, et dans le jeu vidéo, ce qui peut se répéter est considéré comme étant une boucle de gameplay, et c'est une action en fait qui sera utilisée à l'intérieur d'un jeu. Donc, en elle-même, l'histoire va pouvoir aussi servir le récit, va pouvoir servir le gameplay, et voilà, c'est des choses qu'on va essayer d'aborder avec les game designers. Par contre, il y a juste quelque chose qui sera particulier, c'est qu'étant donné qu'on ne se retrouve pas avec un spectateur, mais avec un utilisateur qui est dans un processus d'interaction, on a énormément c'est extrêmement délicat de traiter de l'histoire à l'intérieur du jeu vidéo. C'est-à-dire que très rapidement, si c'est sur un jeu solo, il y a cette question qu'on a abordée aussi de quelle manière est-ce qu'on peut un petit peu réinventer l'histoire et la question du révisionnisme historique ou alors d'une forme de réappropriation rend délicat en fait l'utilisation de l'histoire à l'intérieur du jeu vidéo. Donc c'est pour ça que pour le moment, on est surtout sur de l'approche de surface. On est surtout sur une version d'histoire qui sera plutôt sensationnaliste ou alors qui va être profondément ancrée dans les mécaniques du jeu. D'accord. Et moi, je ne sais pas dans quelle mesure on peut faire justement un parallèle avec la bande dessinée. C'est la manière en fait dont on scénarise l'histoire, dont on place des personnages dans un contexte historique qui comme tu l'as dit, est peut-être juste, on va dire, une trame, un contexte très très généraliste. Et je suis persuadé que la BD procède de la même manière. En fait, c'est très rare, je ne sais pas si Christian me contredira, mais c'est très rare d'avoir des BD qui sont précisément sur un personnage historique, à part effectivement peut-être la collection que vous allez nous montrer, mais globalement, pour être un grand amateur de BD, j'ai l'impression que ça n'est juste qu'une trame, et que on ne se sert pas de plus. Effectivement, dans la bande dessinée que je connais moins bien que vous, il me semble qu'elle est plutôt au service de grandes fresques. Et par exemple chez Larousse, l'histoire de France, on met des grandes fresques, le peuple, etc., des grands mouvements. Mais c'est vrai que chez Glénat et Fayard, ce qu'ils ont fait sur les grands personnages, c'est quand même assez remarquable parce que le personnage qu'ils représentent, qu'ils valorisent, c'est qu'on peut, oui, on peut prendre, là, il y a Jaurès, mais ça a été fait par, notamment, avec Vincent Duclerc, qui est un spécialiste de Jaurès, qui a publié une très belle biographie de Jaurès. Bon, la couverture s'inspire d'un meeting de Jaurès au Pré Saint-Gervais en 1913 contre la loi de 3 ans, et la bande dessinée reproduit la photographie, s'inspire de la photographie. Et à l'intérieur, Jaurès n'est jamais un héros isolé. Il est toujours en action, en mouvement, en liaison avec le prolétariat, avec les députés, au Parlement, avec les Français en train de débattre, etc. Donc, c'est pas effectivement une biographie d'un personnage, mais c'est à fond toute la Troisième République avec tous ces débats, ces tensions, l'affaire Dreyfus, qui est reconstituée par les auteurs de BD. Et pour les autres personnages, Charlemagne, César, c'est pareil. On prend un personnage comme un support de sujet, comme un thème, et autour de lui, on brasse en fait toute une époque, on reconstitue une époque comme vous le faites avec les jeux vidéo ou avec des récits par exemple. Donc en effet, la bande dessinée est tout à fait capable. Et moi, je pense à quelqu'un comme Jacques Tardy, qui était capable de reconstituer la Grande Guerre, les souffrances des poilus, de manière extraordinaire. Il y a une sorte de curseur sur la pédagogie par rapport aux différentes œuvres, que ce soit sur la bande dessinée, sur les films ou sur les séries. Pour en avoir lu quelques-uns, cette bande dessinée-là est très pédagogique, elle est très orientée sur la pédagogie. Après, il y a aussi des modes beaucoup plus ludiques. On peut jouer, l'histoire est aussi un bac à sable dans lequel on peut jouer. Alors, on parlait de l'Uchronie. Je pense à un autre aspect lié à la narration qui est la série Rome de HBO, qui avait ceci d'intéressant qu'elle reprenait les événements historiques
en introduisant deux personnages lambda, plus ou moins historiques, parce qu'ils sont mentionnés dans la guerre des Gaules. Ils sont mentionnés 2 fois, je crois. Très rapidement. Mais en tout cas, en refaisant, on touche un petit peu au révisionnisme justement, mais en refaisant les catalyseurs, ceux qui allaient provoquer des situations historiques bien connues. Voilà, César qui on interdit de revenir à Rome parce que Marc-Antoine n'est pas arrivé assez vite, parce qu'il a été retenu dans la rue, parce que la veille Titus Cullo s'était battu dans une taverne. Donc voilà, et alors, ça mélange à la fois la petite histoire inventée, complètement fictive, avec des grands événements. Et donc là, on est sur quelque chose on est plus sur ce côté bac à sable que sur l'aspect pédagogique. Mais c'est aussi une façon de vulgariser l'histoire, mais avec peut-être un petit peu moins de sérieux, un petit peu plus ouais, peut-être juste de fournir en fait une porte ouverte vers une époque, pour les gens peut-être vont aller un peu plus loin. Justement, moi, c'est cette notion pédagogique qui m'intéresse, et je vous la pose un peu à vous tous, au niveau audiovisuel, mais au niveau jeu vidéo, c'est dans quelle mesure, en fait, vous considérez, ou vous essayez d'aborder, d'avoir une approche pédagogique dans ce que vous proposez au public. Est-ce que vous pensez que vous êtes juste médiateur, ou vous voulez aller un peu plus loin, peut-être enseigner certaines valeurs, ou avoir un parti pris, peut-être? Si, alors, le côté du parti pris, enseigner quelque chose, c'est toujours dangereux. C'est super dangereux, c'est-à-dire que déjà dangereux parce qu'on peut perdre le public. S'il est là pour suivre un cours, c'est pas le but. Et en plus de ça, prendre un parti pris, ça peut être super compliqué. Et le parti pris, il existe forcément de ce qu'on disait dans la scénarisation, même le choix en fait du sujet et la manière dont tu as proposé le sujet. Pour moi, le parti pris commence, même si j'étais prof et que je donnais un cours, je donne un cours sur la guerre civile à Rome. Quand est-ce que je commence? Je commence à la guerre des Gaules, je commence avec Pompée directement avant. Donc en fonction de quand je vais commencer mon cours, il y a déjà de la subjectivité à ce moment-là. Complètement. Même le titre de mon cours, il va y avoir de la subjectivité. Donc du coup, il y en a toujours, on est des êtres humains, on n'est pas des machines, et c'est pour ça qu'il y en a. Maintenant, après, effectivement, il faut savoir jusqu'où on la pousse. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est, quand je dis qu'il y a 5 chapitres, c'est qu'ils sont entrecoupés de moments où on se recule un petit peu, on sort de cette immersion dans l'histoire avec beaucoup d'emphase pour dire, bon, on fait une pause, on est dans un univers complètement différent, qu'on a appelé, nous, la mémoire de l'humanité, dans un univers qui n'existe pas, avec une voix différente, qui nous dit, qu'est-ce qu'on vient de voir? Ou alors qui nous donne un précis, ça peut être un précis technique, on fait quelque chose sur la révolution industrielle, et un petit précis sur c'est quoi une machine à vapeur. Très rapidement, on explique comment ça marche. Ou alors, on vient de voir la République de Rome, c'est quoi une république? Et on pose des choses qui semblent évidentes, mais qui le sont pas tout le temps. Et c'est des petits moments de respiration et de prise de recul. Et la toute dernière mémoire d'humanité qui arrive en fin de chapitre, effectivement, c'est celle de l'envoi, où on fait tout pour toujours systématiquement finir sur une note positive, et c'est extrêmement compliqué. Épisode sur la mer d'Aral, le côté positif, je le vois pas, et on a quand même trouvé un pour qu'on finisse pas en plombant le spectateur, mais en disant oui, il y a eu ça, mais voilà, il y a quand même ça derrière. C'est des impératifs audiovisuels aussi, ou c'est même moi, j'insiste pour finir sur chaque événement pour dire si on est encore là, c'est qu'il y a des gens qui ont cru, qui ont été positifs, qui ont continué malgré les choses les pires. Mais si, à mon sens, si on fait un épisode de 26 minutes sur un sujet et qu'il n'y a pas de pédagogie, c'est que j'ai parlé pour rien dire. Donc, clairement, ça veut dire que moi le but c'est pas raconter une histoire juste pour dire voilà elle était rigolote, elle était sympa, elle était spectaculaire, mais ce que je veux c'est que en sortant de là on se dise ouais, ça me fait penser à un truc, ou alors c'est un peu comme l'autre là qui raconte un truc, etc., pour que ça évoque notre présent, des moments que pour moi c'est le présent qui compte, et c'est surtout l'avenir. On construit l'avenir en connaissant son passé, donc oui il y a de la pédagogie clairement, et il y a de la mise en scène pour accentuer certains domaines. Je parlais de l'apartheid, et moi le but c'était vraiment pas dire oh les méchants blancs ils ont attaqué les gentils noirs, c'est de dire c'est quoi la mécanique pour en arriver à ce stade. Et dans ce phénomène là, oui forcément, d'ailleurs ça s'appelle l'apartheid, la spirale de la haine, je crois, de la violence. Montrer comment est-ce qu'on y arrive pour pas qu'on le refasse, donc clairement c'est pédagogique. Mais si je peux me permettre, ça pose vraiment des questions que tout scénariste et réalisateur se pose à un moment donné. Tout ça, c'est que à la fois il y a la nécessité d'avoir un point de vue quand on est auteur, quand on a envie de raconter quelque chose, il faut un point de vue, sans quoi c'est trop abstrait. Le danger, toujours, me semble-t-il, c'est qu'on aille trop loin et qu'on tombe dans l'instrumentalisation de l'histoire. Et ça, c'est un autre écueil qui ne me semble pas, surtout dans un contexte pédagogique, qui ne me semble pas vraiment
C'est un peu le fil du rasoir, j'ai l'impression, tout le temps. Je pense même. Alors, pour le coup, j'allais dire, je pense que c'est pas, la limite, elle est extrêmement floue. On est toujours dedans. Il y a toujours un certain pourcentage de pédagogie, d'instrumentalisation, de mensonges, de jeux avec l'histoire, de vrai. Forcément, on raconte ça parce que j'écris un épisode, après je le réalise, il y a qui me passionne, que je connais depuis que je suis gosse, que j'ai envie de raconter, et j'ai des historiens au-dessus de moi qui viennent me dire là stop. Et c'est ça le but en fait. Jamais il faut écrire un truc pareil sans contre-pouvoir, j'allais dire. Ça veut dire que l'équipe d'historiens qu'on a à Point de Repère, qui est conséquente, ils font une synthèse qui fait entre 150 et 200 pages, on va dire, en moyenne. Et je la lis, je l'intègre, je la digère. Je vais voir d'autres documentaires à côté pour faire des contrepoints, pour essayer de m'aérer la tête avec d'autres choses. Et après, quand j'écris ça, je fais un premier jet, je leur donne, ils le lisent. On se fait une réunion qui dure pas souvent, la plupart du temps, une journée, où on débat. C'est super intéressant, c'est captivant. On parle fort, on débat sur plein de trucs, pour justement qu'ils fassent ce garde-fou. Moi, ce que je veux, c'est parler le plus possible à des jeunes en essayant d'être le plus accessible possible. Et ils vont me dire, peut-être là t'es accessible, mais c'est pas juste, c'est pas vrai. Ou ça va être compris de cette façon-là. Donc on revient en arrière, je revois ma copie, je le redonne, on le redonne. Après on l'envoie à Arte. Donc il y a plusieurs validations pour éviter ça. Donc pour moi, chacun dans son domaine, je suis pas historien, je suis réalisateur et auteur. Je veux passionner, je veux captiver. Et eux me remettent dans le droit chemin, grosso modo à chaque fois. Mais effectivement, c'est toujours juste dans quoi on tombe. Mais même avec de l'humour, on fait ce personnage-là, je lui donne de l'humour. Poulot, je le mets quasiment alcoolique juste avant, justement, qu'il déclenche ça avec Marc-Antoine. On donne un point de vue. On donne forcément il rigolait en faisant ça, c'est pas rigolo. Pourquoi est-ce que Auguste rigole quand il prend le pouvoir avec un petit sourire narquois? Moi, je trouve ça super bien, ça illustre quelque chose, mais on donne quand même notre avis personnel. On sait pas qui c'était Auguste. On a que des bribes, on sait pas qui c'est. On vient de faire un épisode sur Rome, donc du coup ça m'a vachement marqué. Moi j'ai un avis sur Auguste très personnel. Je sais si je l'aime ou si je l'aime pas. Et c'est basé sur quelques indices. Mais on sait pas qui c'était. C'était peut-être un gars super cool avec qui boire une bière, mais ça on en a aucune idée. Je pense pas, a priori. Sinon je vais essayer de rebondir un petit peu là-dessus sur le jeu vidéo. En fait, la pédagogie et l'apprentissage est au centre de l'expérience, puisque la première chose que doit faire un joueur, c'est apprendre les mécanismes qui sont propres au jeu auquel il est en train de jouer. Donc, sur cette question-là, la pédagogie, on peut totalement envisager qu'un jeu qui ne soit pas un jeu sur de l'histoire puisse servir de support pédagogique pour pouvoir traiter d'un élément historique spécifique. Puisque à chaque fois qu'on va travailler sur de l'apprentissage dans le jeu vidéo, on va dissocier 3 niveaux d'apprentissage. Il y a un apprentissage qui est physique et qui est psychomoteur, qui est lié à des actions qui seront effectuées par le joueur. Il va bouger la tête, il va bouger ses doigts. Et il y a aussi les actions qui sont faites par les personnages à l'intérieur du jeu. C'est-à-dire que ces actions peuvent servir d'illustration pour des événements historiques ou des contextes, des situations. On va avoir un apprentissage qui est émotionnel, qui est directement lié à la capacité qu'a le joueur à savoir s'il aime ou pas l'expérience, et si cette expérience il va la poursuivre en termes d'émotion. Et on va avoir un dernier apprentissage qui est cognitif, qui est lié notamment à la perception des mécaniques qui sont situées à l'intérieur du jeu et qui est lié à la logique et à l'intention qui est véhiculée à l'intérieur du jeu. Donc on a la possibilité en termes de pédagogie dans un jeu vidéo justement de l'utiliser en faisant preuve d'abstraction au service de n'importe quel phénomène historique après. Charlie. Non, je voulais juste vous poser une question à propos de ce que tu expliquais, peut-être rebondir là-dessus. C'est un peu le dilemme finalement des historiens, le travail de l'historicité, à savoir à quel moment est-ce qu'on peut porter un jugement sur des faits qu'on ne connaîtra finalement que par des écrits ou que par des sources qui nous sont parvenues indirectement finalement. Donc c'est aussi finalement un peu votre métier. Alors, vous avez raison, effectivement, mais bon, le vrai historien essaie de ne pas porter de jugement. Bon, quand on se souvient de ce que j'ai dit sur les grandes études historiques, quand on voit ce qu'écrit Gaxot, qui était pas un idiot du tout, c'est quand même un grand universitaire, quand il parle de Robespierre, il en fait vraiment une espèce de monstre, carrément. Bon, donc, il en fait le Lénine de la Révolution. Bon, aujourd'hui, heureusement, les historiens ont dépassé ce stade et s'efforcent à tel point d'ailleurs que un homme comme Georges Duby, par exemple, quand on lui demande de raconter la bataille de Bouvines, il dit, mais moi, la bataille de Bouvines, on ne la connaîtra jamais. Bon, qu'est-ce qui s'est passé à la tête des combattants, on ne le saura jamais. Donc lui, il va changer complètement son fusil d'épaule, et il va inventer une autre manière de raconter l'histoire, qui sera aussi une manière de vulgariser. Il va montrer l'écho que cette bataille a rencontré dans les siècles qui ont suivi. C'est comment la bataille était instrumentalisée
par la monarchie absolue, par la Révolution, par le romantisme, et jusqu'en 1914. Donc il change complètement. En partant de ce principe, c'est qu'on ne saura jamais, en fait, ce qu'il y a dans la tête des combattants de Bouvines. Vous parlez de César, effectivement, on ne sait pas, ou d'Auguste, on ne sait pas qui il est, qu'est-ce qu'il pensait, mais on ne sait pas non plus. Je me souviens qu'on m'avait demandé d'expertiser un texte sur une bataille. Je crois que c'est la bataille de Muret en 1213. On me disait, mais est-ce que c'est celui qui avait écrit ce texte voulait reconstituer, faire un spectacle? On est dans la vulgarisation, on pourrait dire un spectacle devant le public, comme il y a aussi la bataille de Castillon, la bataille en 1453. Il me disait, est-ce que cette bataille vous paraît vraisemblable? Et j'ai répondu, on ne saura, Georges Duby, en citant Duby, on ne saura jamais ce qu'il y avait dans la tête des combattants, surtout qu'ils risquaient leur peau. Alors que là, les reconstituants, ils ne risquent rien. Donc on ne saura jamais, on peut pas dire que ça c'est proche. Non, il y a une énorme incertitude. Donc vous avez raison, effectivement, l'historien. Moi je pense que le vrai historien, c'est celui qui ne porte pas de jugement, mais qui s'efforce de donner des éléments à son lecteur pour lui dire voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, c'est à toi de qui était Auguste. Est-ce que c'est un type sympa, cool, ou un type monstrueux? C'est à toi maintenant de te faire ta propre histoire. Voilà, la personne faire le chemin. Voilà, exactement. C'est là où intervient finalement le rôle, ton rôle, le rôle du héros et ton rôle aussi finalement, puisqu'on apporte une interprétation de ce petit, de cette zone justement où on peut porter un jugement mais qui est personnel, mais ce sera jamais un jugement. Mais heureusement qu'il y a ça d'ailleurs, parce que ça permet d'avoir une porte ouverte sur la création. Ouais. Il y a les faits là aussi pour autant qu'ils soient véridiques. Si on peut en discuter. Mais s'efforcer en tout cas de rester le plus carré possible par rapport aux faits. Et puis pour ce qui est des motivations, ça peut être un peu plus connu à travers des lettres, etc. Mais du ressenti des personnages, là il y a une possibilité pour l'auteur de s'éclater et d'apporter un point de vue particulier, mettre un curseur sur est-ce qu'on fait un bon ou un méchant. Est-ce qu'on fait un salaud ou quelqu'un qui légitimement va faire de manière légitime ce qu'il a entrepris? C'est heureusement c'est ça pour les auteurs et pour les... Et d'ailleurs, j'ai une question pour toi. Alors, tu y as plus ou moins répondu, du coup, je vais plutôt la poser à Hugo. Mais est-ce que tu t'es déjà, au cours de l'émission Confession d'Histoire, interdit, ou pas interdit, mais t'as pas voulu aller sur un certain terrain ou sur un certain sujet parce que tu savais que tu allais pas pouvoir garder une forme de neutralité, ou en tout cas, c'était un sujet qui risquait, entre guillemets, de flancher à un moment donné, et tu t'es dit, celui-ci, pourquoi pas plus tard, mais pour l'instant, bof. Tu vois, vu que le deuxième épisode, c'était la croisade, je pense qu'on peut dire que non, ça va, j'ai Franco, mais justement, je dis ça en même temps, par exemple, j'ai souvent pensé que la Révolution française, j'aurais du mal à savoir par quel bout la prendre pour justement rester le plus neutre possible. Mais l'humour te permet des distorsions, quelque part, te permet un peu tout. Tu peux au moins te cacher derrière ce filtre-là s'il y a la moindre critique. Oui, mais encore une fois, je veux quand même que l'humour soit sur des bases historiques réelles. Bien sûr. Là, en ce moment, je suis en train de travailler au prochain épisode qui sera sur Alexandre le Grand. J'ai une grosse envie, c'est de faire un Alexandre le Grand qui donc boit beaucoup, parce qu'en fait les victoires, il les enchaîne comme des perles, les victoires, donc il a beaucoup d'occasions de se bourrer la gueule. Il y a tous ces épisodes qu'on connaît, que ce soit l'incendie de Persépolis, que ce soit quand il transperce son pote Clétos avec une lance au petit matin, complètement éméché. Et j'ai envie de faire un personnage qui petit à petit dans l'histoire va être de plus en plus alcoolisé, en tout cas de plus en plus livide, et à la fin quand il meurt, les mecs sont là, il a été empoisonné tu crois? Il a ramené la malaria d'Inde? C'est peut-être l'alcool? Non, voyons. Bon, le problème que j'ai, c'est que c'est très rigolo. J'ai voulu vérifier qu'il y avait une possibilité pour que ce soit historique, et j'ai trouvé des gens qui disent qu'en effet, sa mort peut être d'origine suite aux excès multiples, voilà, c'est pas forcément une maladie exotique ou je ne sais quoi. Le risque dans lequel je ne voudrais pas tomber non plus, c'est d'en faire que ça, d'en faire qu'un alcoolique, alors qu'à côté, c'était aussi, et j'ai aussi lu des sources dans lesquelles on dit que pendant ses beuveries, il buvait pas tant que ça. Il faisait semblant un peu de boire, et c'était toujours accompagné de débats philosophiques de haut vol, et que donc voilà, je ne voulais pas en faire un pochetron.
Parce que ça, ce ne serait pas historique. Donc voilà, l'humour, mais pas à tout prix, quoi. Comme le temps passe très très vite, moi j'aimerais aborder une dernière thématique, à savoir comment chacun dans les médias, qui sont vos médias de référence, vous considérez le futur de la vulgarisation, que ce soit sur YouTube, dans l'audiovisuel ou même dans la presse ou le jeu vidéo. C'est-à-dire comment vous pensez en fait que ça va évoluer. Est-ce que la bulle qui s'est créée actuellement autour de l'histoire dans YouTube, est-ce que c'est quelque chose qui est amené à évoluer, à continuer, ou il y a peut-être trop de gens qui arrivent d'un seul coup? Je vais empiéter un petit peu sur le domaine de mon voisin, mais pour revenir sur cette histoire de Assassin's Creed Origins, il y a un aspect appropriation des choses. On a un petit peu parlé tout à l'heure, dans les confessions d'histoire, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait une appropriation des personnages par le public qui se retrouve à les aimer, leur apporter de la sympathie, leur apporter de la chair humaine. Ce qui est génial dans Assassin's Creed, pour l'avoir un petit peu testé, c'est que se promener dans Alexandrie, la première chose que j'ai fait, je suis allé grimper en haut du phare. C'est le premier truc, j'ai escaladé le phare pour voir... Il y a une façon avec l'interactivité en plus, il y a une façon comme ça de s'approprier les choses. Et ça, je pense que c'est un terrain sur lequel il va y avoir beaucoup de possibilités et de déploiement dans les années à venir. Hugo, tu sais que quand j'avais joué justement à Assassin's Creed, quand dans le jeu ils ont dit oui, vous allez bientôt rencontrer Cléopâtre, sans mentir, j'étais en mode oh, quand même, là j'ai un peu le stress. Est-ce que tu vois, là tu dis l'immersion, elle est bonne. C'est bien. Alors je vais essayer d'enchaîner là-dessus. Pour moi, une des possibilités va être sur l'évolution des simulations, en fait, parce que dans le jeu vidéo on a deux choix réels. On peut essayer de se situer au milieu, c'est soit de partir sur de la fiction ou alors d'aller de plus en plus vers la simulation. Et là, au niveau du jeu vidéo, la simulation, on va parler processus de photogrammétrie, c'est-à-dire que c'est déjà des dispositifs qui sont utilisés par les musées et par l'archéologie qui permettent de pouvoir faire des scans en 3D d'éléments. Donc ça peut être des vestiges, ça peut être des façades, et on va pouvoir les intégrer à l'intérieur des jeux. Donc ça, c'est un processus qui est déjà en cours justement pour les Assassin's Creed. Donc il y a cette question en fait de processus techniques qui vont permettre de ramener des éléments de jeu, des éléments de la réalité à l'intérieur du jeu avec une définition qui sera identique, hyper réaliste. Et après, pour moi, une des évolutions, c'est des évolutions d'expériences communautaires de type Minecraft++, qu'on commence à avoir avec des Rust, qu'on commence à avoir avec des jeux de ce type-là, qui pourront être avec une volonté de simulation sur un élément historique spécifique. Et ça peut être amplifié par de la VR, etc. Voilà, j'allais rebondir sur la VR. Comment toi tu vois en fait le rôle peut-être futur de la VR dans le fait d'expérimenter l'histoire ou d'être plongé dans un contexte historique et de revivre quelque chose? Ouais. Alors on parlait de la réalité virtuelle. Voilà. La réalité virtuelle, excusez-moi. On parlait de la bataille de Bouvines, et donc il est vrai qu'à l'heure actuelle, une personne qui fera de la reconstitution avec son corps physique dans cette réalité va mettre en place un certain nombre de systèmes automatiques de défense qui ne lui permettra pas d'avoir cette impression de mort. À partir du moment où on fait de la VR, il aura quand même l'impression de danger. Il va avoir l'impression de danger, mais il aura une certaine sécurité à partir du moment où il fait partie d'un groupe de reconstitution, où il notera les moments où il pense qu'il a été en danger, où il a eu chaud parce qu'il aurait pu être blessé, mais jamais en fait il va avoir cette sensation de mort parce qu'il y a cette possibilité de retour à la réalité qui a relativement... il y a des cordons de sécurité. Quand on est voilà. Le truc avec la VR, c'est qu'assez rapidement, comme on est comme en fait le quatrième mur est rompu, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bord de cadre, on est directement dans l'expérience. Très rapidement, il y a un processus d'assimilation qui est fait par l'organisme, qui fait qu'on est là, on est incarné physiquement. Et donc la question en fait et la perception du danger sera perçue par le cerveau reptilien de manière immédiate et de manière totale. Et donc on a la possibilité de pouvoir obtenir des expériences, des simulations émotionnelles qui sont très intenses. Et donc on n'aura pas la possibilité de pouvoir connaître exactement ce qu'il y a dans la tête de l'ensemble des combattants d'une bataille, mais on aura la possibilité d'avoir une idée de ce que ça fait, par exemple de se faire déborder, de se faire charger par une troupe de cavalerie qui fait 300 chevaliers, de se faire couvrir de flèches. Ça, on pourra avoir une idée de l'intensité émotionnelle que ça génère, puisque sans avoir à travailler sur des systèmes de retour haptique où on sentirait les flèches ou des trucs comme ça, rien que l'information visuelle et assistée d'une information auditive
puisque 80% des informations qu'on traite de manière émotionnelle sont visuelles. Rien que ça pourra permettre d'avoir une sensation de l'histoire qui peut évoluer. Ça peut être couplé après avec des odeurs, avec des textures, etc. Donc ce sera plutôt la simulation qui va permettre ça. Et donc on est sur un domaine qui sort un petit peu du jeu vidéo, qui est à mi-chemin entre le jeu vidéo, ce qu'on peut faire dans le cinéma, les arts de la scène, la reconstitution. On est sur quelque chose qui est un peu entre tout ça. Oui. Alors je suis pas devin, donc connaître l'avenir en fait de la vulgarisation pour moi c'est impossible. C'est avant tout une question de modèle économique. Rien que là là on est 37 à la villa, on est plus de 45, 50 à bosser sur Point de Repère. Savoir si un autre format, autre chose me permettrait de payer ces gens-là, j'en suis pas convaincu. Pour l'instant, c'est pas le cas. Tout ce que je sais, c'est que moi, c'est raconter cette histoire, que ce soit celle du passé comme celle du futur. Les projets qu'on a dans l'avenir, c'est d'avoir une série qui parlera de ce futur-là. Tout ce que je sais, c'est que quel que soit le moyen, on s'adaptera, parce que je suis un être humain et que les êtres humains, c'est leur confort, s'adapter. Et peu importe le média, peu importe la façon, l'essentiel, c'est qu'on le fasse, grosso modo. Après, voir le format, par contre, aucune idée. Pour répondre à ta question, j'en sais rien. Comment tu vois l'évolution de Point de Repère ? L'évolution de Point de Repère, je ne vois pas d'évolution de Point de Repère. Je pense que Point de Repère doit continuer comme il est. Par contre, je vois l'évolution de Triari, la boîte qui fabrique Point de Repère. Et on a des projets, notamment un que je porte moi sur... je ne donnerai pas de nom, rien, parce que c'est qu'en développement. Mais l'idée, c'est après avoir dit qui on est, essayer de raconter qui on est, essayer de raconter où on va, grosso modo. Et essayer pas de deviner, c'est impossible, mais de dire qu'il y a plusieurs avenirs possibles. Il y en a qui sont cool, d'autres qui sont moins cool. Et qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que ce sera nous qui allons décider. Il ne faut pas le laisser à quelqu'un d'autre, à d'autres personnes. Il faut s'intéresser à notre avenir pour en avoir peur et en être acteur, grosso modo. C'est le but de cette série. Et du coup, Charlie, toi qui te définis, même Hugo, j'en ai discuté un peu avec vous tout à l'heure, comme des vidéastes culturels, comment vous voyez en fait l'avenir de la médiation au niveau audiovisuel ou au niveau peut-être internet? Est-ce que vous en vivez aussi? Parce que c'est une question que souvent, j'ai l'impression, on vous pose dans les interviews. La fameuse question. Voilà, la fameuse question. Est-ce que vous en vivez ou est-ce que vous faites autre chose à côté? Alors encore une fois, je peux parler que pour moi, puisqu'on est tous dans un cas différent. Oui. Et, les vidéastes sont majoritairement des auto-entrepreneurs, donc ils ont chacun leur ligne édito, chacun leurs ambitions, leurs projets. En ce qui me concerne, je vis de la vulgarisation, c'est mon travail, c'est mon métier. Et pour répondre à la question, comment est-ce que je vois l'avenir sur les médias internet, je pense que comme Pierre, je suis pas devin. Par contre, il y a une chose qu'on peut plus ou moins estimer, c'est que Internet et la vulgarisation sur YouTube est arrivée parce qu'il y avait un besoin, en tout cas qu'il y avait une opportunité de proposer un format qui correspondait à une nouvelle génération. Et la génération qui me suivra sera complètement, certainement différente de la nôtre, et il faudra encore trouver des nouvelles façons de répondre à ce besoin, cette curiosité qu'ont les gens concernant l'histoire et concernant notre passé, par d'autres moyens, mais ça on les trouvera en temps voulu. Justement, je pense c'est l'évolution à laquelle on a assisté. Ouais. C'est chaque génération a son propre pôle, média. Oui, exactement. C'est un peu ce qui ressort, j'ai l'impression, de ce que je suis relativement d'accord. Mais moi je suis très curieuse, j'ai hâte de savoir comment est-ce que ça va évoluer justement. Comment est-ce qu'on va, ça se trouve plus tard, on sera complètement robotisé et on fera plein de trucs hyper chouettes en VR. Non, j'ai vraiment hâte, ça va être intéressant. Voilà. Et du coup, Christian, comment vous voyez l'évolution aussi? Alors moi, je vois, personnellement, il me semble que avec l'informatique, avec Internet, on a eu un accès fabuleux à tous les supports, toutes les images, tout ce que l'on veut, tous les chefs-d'œuvre de l'humanité qu'autrefois on ne pouvait voir que dans des musées, que dans des de manière quand même très particulière et pour une élite. Maintenant, n'importe qui en quelques clics peut avoir accès à un musée imaginaire fabuleux. Et pareil pour l'histoire. Vous parliez d'Auguste, on peut avoir tous les portraits d'Auguste, j'imagine, en regardant Internet, on peut avoir tous les portraits de Napoléon, etc. Il me semble que en quelque sorte, en contrepoint, il y a un besoin de ce qui est rare, de ce qui est original, et d'où je suis fasciné par le goût du patrimoine, par exemple, et des expositions. On veut aller voir le chapeau de Napoléon, on veut aller voir l'épée de Napoléon, on veut aller au musée de l'armée, on veut aller voir des musées. Il me semble que de plus en plus, on va aller, et peut-être que les jeunes vont être aussi fascinés par ça, mais en tout cas, il me semble que le grand public, maintenant, a besoin de quelque chose qui est vraiment unique. Bon, puisque toutes les richesses historiques, artistiques sont à la disposition de n'importe qui avec Internet,
on a besoin j'allais dire presque de toucher ce qui n'existe qu'en un seul exemplaire, ou très peu. Et est-ce qu'on n'a pas besoin quand même de grilles de lecture malgré tout? Parce que c'est ça aussi le problème. Oui, mais c'est que les expositions en fournissent aussi. Oui. Si vous avez vu l'exposition sur Hitler, par exemple, de voir, bon, moi je suis fasciné, toutes ces images, on les connaissait, mais de les voir rassemblées en une seule exposition, de les voir mises en perspective historique avec justement des grilles de lecture, voir comment Hitler a gardé certaines images, parce qu'il n'était pas idiot. C'était un monstre. Une exposition pour préciser. C'était qui était à Montpellier, sur l'Esplanade, qui a fermé il y a quelques jours. Donc les images d'un dictateur. Mais c'était fabuleux de voir comment il a choisi des images en sachant que celles-là seraient pertinentes et elles ont fonctionné, que celles-là ne marcheraient pas, etc. Là, on nous fournit aussi une grille de lecture. Les catalogues d'exposition, les expositions elles-mêmes, les musées, le patrimoine. Moi, je suis fasciné de voir qu'il y a des gens qui ont fait 8 heures d'attente pour pouvoir rentrer à l'Élysée. Alors que l'Élysée, on peut le voir, le visiter de manière virtuelle, j'imagine, à travers tout ce que l'on veut. Un jeu vidéo peut-être existe nous fait visiter l'Élysée. Donc il y a vraiment, je crois, cette volonté de toucher, d'avoir quelque chose d'authentique. Et je crois que plus on va aller, et plus ça va aller dans ce sens-là, me semble-t-il. Enfin, j'imagine. Voilà. Voilà comment je vois les choses. Ce qui permet, voilà, ce sera très très court, c'est là-dessus et les évolutions technologiques qui existent à l'heure actuelle, voilà, ça va être vraiment très très court. On a parlé de réalité virtuelle et là-dessus, tout ce qui est dispositif de réalité augmentée ou de réalité mixte a une carte à jouer sur la nouvelle manière de pouvoir visiter des musées, sur travailler sur de l'augmentation et sur de l'accessibilité au bon moment de la notion, du savoir qui est nécessaire pour mieux comprendre ce qu'on observe. Il y a un truc qui est sûr, c'est effectivement les gens préféreront toujours une expérience physique qui sera multisensorielle à une expérience qui sera virtuelle. Et là-dessus, je pense qu'effectivement, il y a des choses qui sont à envisager sur les concepts de réalité augmentée ou de réalité mixte pour pouvoir contextualiser de manière plus correcte un objet ou une toile. Ou des choses comme ça. Tu penses qu'en fait, on tend vers ce type d'expérience et que du coup, peut-être la littérature, au bout d'un moment, va péricliter parce que ça fait davantage appel juste à l'imaginaire et que les gens sont peut-être davantage en recherche actuellement de sensations. Je pense qu'on va plutôt être sur une ubiquité de l'accès au savoir. Bon, c'est compliqué. C'est-à-dire que ce sera plutôt le savoir sera disponible à des niveaux de complexité et des niveaux de précision qui seront différents. Parce que si le livre devait disparaître, il aurait disparu au moment où le cinéma est sorti. Donc c'est juste qu'on va avoir on va dire des produits qui vont se superposer et qui vont faire une sorte d'échange entre plus d'accessibilité et plus de précision. Et à l'heure actuelle, les contenus qui sont les plus précis sont des publications écrites, donc soit des publications qui sont faites par des chercheurs, des livres, etc. Et plus le contenu est accessible, plus il y a une volonté de simplification et on va dire d'accessibilité sur le contenu. Donc ça ne disparaîtra pas. C'est juste, peut-être qu'on va aider les gens à aller de plus en plus vers des contenus précis en les alimentant, en générant un intérêt. Je peux dire des choses très très courtes. On a même un peu le temps. Hein. Sur l'évolution de points de repère, j'ai oublié on a fait un épisode en VR en fait sur l'éruption de Pompéi et je parlais de l'évolution de points de repère en tant que série, ça bougera pas. Par contre, certainement faire 2-3 épisodes supplémentaires comme ça d'immersion totale, ça c'est super intéressant, mais c'est une écriture complètement différente. C'est-à-dire que pour ça que pour moi c'est point de repère VR, parce que ça reprend l'esthétique de point de repère, mais c'est pas point de repère. C'est autre chose, c'est de l'immersion, il y a beaucoup moins de contenu, il n'y a pas la voix off par-dessus qui explique moins de choses, on est pour vivre une expérience, on n'est pas pour essayer de faire comprendre quelque chose, une notion importante. Il y a quand même une scénarisation il y a une scénarisation parce qu'on incarne, on est en VR, donc on incarne une personne pendant l'éruption de Pompéi, avant, pendant et après, donc on voit des gens morts, on voit des cendres de partout, etc. Donc c'est très immersif. Qu'est-ce qu'on en retient comme leçon à part un volcan, ça explose et ça fait mal? C'est difficile d'aller plus loin parce qu'on s'est rendu compte que quand on mettait une voix off par-dessus, personne n'écoute la voix off. Tout simplement parce qu'on regarde les images et donc le média en fait déborde sur le contenu et donc du coup on peut pas faire passer beaucoup de choses en fait. Donc là c'est moi en tant qu'auteur, je me fais plaisir en tant que réalisateur, par contre ma partie auteur ne se fait pas plaisir dessus. C'est-à-dire que c'est un média qui est trop envahissant, à mon sens, pour raconter des choses comme ça. Par contre, ce qui est super cool, effectivement, c'est qu'on se trouve à la place. On est dans une villa en feu, avec des flammes de partout, et on se dit, waouh, c'est pas cool. Donc on a intérêt à ne plus jamais construire de ville proche du Vésuve. Ça, c'est pour mes amis de Naples. D'avoir une approche sensorielle de l'histoire. Voilà, qui est une approche peut-être un peu nouvelle, approche sensorielle. Oui, en tout cas, moi je considère Point de repère déjà l'émission comme un produit d'appel
culturel, c'est une tête de gondole, c'est-à-dire que ça donne envie d'aller, alors je sais pas pour réduire, hein, parce qu'on y met beaucoup de temps et beaucoup d'amour dans le projet, mais on fait un épisode de 26 minutes sur Bouvines, c'est même pas la peine de penser qu'on soit exhaustif, c'est même pas ça, ça donne envie d'en savoir plus, pour moi c'est ça, donc c'est vraiment le produit d'appel socio-culturel, et la VR c'est encore plus, c'est-à-dire que c'est un produit d'appel qui donne envie d'aller voir le second produit d'appel qui donne envie d'aller voir plus loin, donc dans ce sens-là ça marche. Et la deuxième chose que je voulais dire, on a fait un épisode sur Champollion, c'est par rapport à Christian, Champollion qui a décrypté, enfin qui a trouvé la clé pour comprendre les hiéroglyphes, n'a jamais vu de ses yeux la pierre de Rosette, l'élément qui lui a permis de comprendre. Et or, si on va sur Internet actuellement, non seulement on peut avoir les scans en haute définition, mais le British Museum a mis à disposition un modèle 3D de la pierre de Rosette. Donc ça veut dire que de nos jours, je peux y aller, la regarder en 3D, zoomer sur le moins de petits détails, avoir tout pour pouvoir traduire. Champollion l'a fait sur une copie de copie, etc. Parce que la pierre de Rosette n'était pas accessible, c'était dans un pays en conflit, l'Angleterre. Voilà. Oui, allez-y, je vous en prie. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, qui me paraît très juste. Il me semble que la littérature va être un support encore plus important de l'histoire. Je rappelle que j'ai oublié les titres, mais les derniers prix littéraires, le prix Goncourt, le prix Renaudot, ce sont 2 livres qui portent sur la Seconde Guerre mondiale. Mengele, la disparition de Mengele, donc ce médecin monstrueux d'Auschwitz. Et puis l'autre, c'est la manière dont Hitler a obtenu l'appui des capitalistes allemands, de la grande industrie allemande, des Krupp et compagnie. Je crois que puisqu'on parle de vulgarisation, la littérature va de plus en plus, me semble-t-il, jouer ce rôle de diffusion, de vulgarisation d'un savoir historique universitaire. Et moi je trouve que c'est très bien que la fiction et l'histoire soient en quelque sorte associées, me paraît une excellente chose. Et je crois que plus on va aller, et plus ça continuera dans ce sens-là. Et je m'en réjouis plutôt. Voilà. Et j'espère que dans ce rapport entre la fiction et l'histoire, il va y avoir de moins en moins d'œuvres dans lesquelles on malmène l'histoire pour des raisons de simplification. Enfin, voilà, je parlais des séries, les films. Il y a des vidéastes sur Internet qui se sont fait, qui ont un format entier dédié à ça, dédié aux erreurs historiques. Ce qui serait bien, c'est que petit à petit tout ça disparaisse et que de la même façon qu'il y a certaines choses qu'aujourd'hui on ne peut plus représenter parce que c'est has-been, qu'à l'avenir, dans les films, les conseillers historiques sont un peu plus écoutés. Ce serait bien. Je pense qu'il y a davantage, enfin à titre personnel, je pense qu'il y a davantage recours à des conseillers historiques, que ce soit dans l'industrie du jeu vidéo ou même dans le cinéma. De plus en plus, il y a une porosité qui se fait entre le milieu universitaire et justement... ils arrivent et ils disent ce qu'ils ont à dire et puis derrière, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent et ils balancent beaucoup de leurs recommandations. Enfin, ils sont pas très écoutés malheureusement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les choix qui sont faits, en fait, qui sont des choix de scénario, des choix de mise en scène, qui sont forcés parce que ça reste, à mon sens... Enfin, au niveau audiovisuel, Pierre peut peut-être intervenir là-dessus, mais ça reste avant tout une œuvre artistique, ça reste une œuvre qui est personnelle, ça demeure une... Sauf que le grand public le prend souvent... Exactement, mais c'est ça le problème. Est-ce qu'on peut considérer que tout ça, ce sont des œuvres historiques? C'est toujours Alors, même, c'en est pas, parce qu'il ne s'est pas revendiqué que c'est pas un documentaire, c'est même pas un docu-fiction, on fait un film, c'est simplement un jeu vidéo, inspiré d'une époque, donc c'est pas grave. Moi je trouve que c'est très grave. Parce que, on peut citer des noms ou pas, de jeux, ou pas? Je pense. Je reprends le dernier Battlefield, le One, qui parle de la Première Guerre mondiale. On fait tout un jeu sur la Première Guerre mondiale, dans lequel n'est pas présent la France ni la Russie. C'est comme si on faisait un jeu vidéo sur la guerre de sécession et que les Américains n'y avaient pas leur place. Et c'est super bête, mais de faire ça, on dit que c'est qu'un jeu. C'est qu'un jeu, donc c'est pas un documentaire, c'est pas un bouquin, c'est rien, donc c'est normal, c'est bon, on peut faire ce qu'on veut. Il y a combien de millions de personnes qui ont joué? Et combien de millions de personnes qui avaient moins de 10 ans qui ont joué à ce jeu-là? Et qui ne sont pas assez critiques, et ils ont simplement pour eux pris ça comme la vraie histoire, et puis point barre. Parce que tout le reste est rigoureusement historique, enfin rigoureusement, ça veut dire que c'est les vrais véhicules, c'est les vraies armes, enregistrées visuellement, les vraies armes de l'époque, etc. Donc il y a une recherche d'un côté fétichisme de la réalité, donc moi c'est ce qui m'intéresse pas, le vrai son d'un vrai pistolet de l'époque ne m'intéresse pas forcément. Par contre d'avoir, même avec plein d'erreurs historiques minimes, mais d'avoir un fond de vrai minimum pour qu'on se dise quand même de nous enlever notre victoire de la Première Guerre mondiale en France, moi c'est quelque chose qu'en tant que français je l'ai mal pris. Et je me suis dit ce jeu, je l'ai pas acheté, je n'y jouerai pas, et la série des Battlefield je l'ai fait adieu à cause de ça, parce que quoi qu'il en soit, quoi qu'on en dise, ça influence les gens. Et surtout à une échelle monumentale. Donc non, pour moi c'est impardonnable, et il devrait y avoir des garde-fous, alors je sais pas quoi, parce que du coup, mais en tout cas qui se limitent eux-mêmes en disant il faut au moins être honnête avec ce qu'on fait. Là pour moi c'est de la malhonnêteté. Oui, d'accord. Alors, peut-être pour finir. Oui, voilà,
Voilà, effectivement, ce choix sur Battlefield 1 est difficilement compréhensible, surtout en tant que Français. Voilà, oui, voilà, c'est-à-dire que l'absence des Russes et l'absence des Français sur ce conflit à l'intérieur d'un jeu paraît totalement incompréhensible, puisqu'on se base sur ce contexte historique. Mais je pense que après, c'est une ligne de défense qui est contestable. Mais étant donné qu'on est sur du divertissement et que le principe d'un jeu, le premier, c'est voilà, d'éprouver des sensations et pas forcément de transmettre ou d'être réel, c'est une fiction. Peut-être que ça permettra à des gens de se dire ok, la Première Guerre mondiale c'était ça globalement, l'intensité, parce que c'est un jeu qui finalement est le processus logique et l'instruction à l'intérieur de Battlefield 1 est relativement faible. C'est un jeu qui est beaucoup sur effectivement l'action et le processus émotionnel. Et donc ça peut permettre peut-être à des gens après, en se renseignant sur la Première Guerre mondiale, de découvrir qu'effectivement il y avait aussi des Russes, il y avait aussi des Français qui voilà, ont été engagés sur ces théâtres d'opération. Ce sera toujours rattrapé par d'autres médias qui seront plus sérieux. Là on est vraiment effectivement sur du divertissement, sur un divertissement qui est pensé pour être physique dans sa stimulation et émotionnelle et en aucun cas tu vois juste d'un point de vue intellectuel. Parce que c'est voilà, c'est EA et c'est du divertissement, quoi. Si je peux juste rebondir, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Plus d'un point de vue éthique, donc là c'est hyper perso, hein, c'est pas une question de qui a raison, qui a tort. Mais tu dis, tu expliques que c'est pas très grave parce que c'est du divertissement et que derrière ça leur donnera peut-être la volonté d'aller se renseigner sur la réalité historique. Si on regarde, je sais pas du tout, hein, j'y connais rien, mais la moyenne d'âge des personnes qui jouent à Battlefield, et surtout, c'est même pas une question d'âge, c'est une question comment dire, d'éducation, enfin, l'éducation, oui, si on veut. Combien de personnes vont avoir la rigueur de se demander ce qu'on leur a servi à un fond de vérité et quel est le pourcentage de cette réalité. En fait, je pense que le divertissement ne devrait pas prendre le pas sur des sujets qui peuvent être des sciences. Par exemple, si demain on fait un jeu vidéo sur Hitler et qu'on le met en mode super gentil pipou, je suis pas sûre. Enfin, et on dit oui, mais c'est pour rigoler. Oui, d'accord, mais on s'arrête tout dans ce cas-là. Et alors c'est voilà. très simple. C'est très simple. En fait, vous avez spécifié quelque chose, c'est que la limite d'âge dont vous parlez. Alors, c'est un débat qui est extrêmement large. Donc et on est en fin de... on parle d'une démographie, c'est-à-dire qu'en gros, c'est les joueurs qui auraient entre 8 et 14 ans n'ont pas le recul nécessaire pour pouvoir processer cette information. Alors, il y a un truc qui existe dans le jeu vidéo qui s'appelle le classement PEGI ou le SRB ou l'USK. Non, mais alors, c'est un processus qui a été mis en place par l'industrie aussi pour essayer de se déresponsabiliser de cette question-là. Parce que... en fait, de la même manière, s'il y avait un film qui était interdit en moins de 16 ans pour les questions de son contenu, eh bien, on ne pourrait pas reprocher à ce film d'avoir un impact sur des gens qui seraient plus jeunes. Là, le problème, je suis d'accord avec vous, c'est le fait que c'est malhonnête d'un point de vue éthique de ne pas intégrer ce genre de choses. D'un point de vue intellectuel. Voilà, et d'un point de vue intellectuel, et de ne pas prendre effectivement l'ensemble des acteurs. Par contre, attention, c'est que il y a un effet qui est augmenté parce qu'on se retrouve avec une population qui ne correspond pas à la population qui normalement est visée par le jeu. Donc ça, cet effet, il est augmenté. Mais à la base, on ne peut pas je veux dire, reprocher à un jeu d'avoir un effet néfaste sur un public qui est trop jeune. Alors, j'élargis pour sortir du jeu vidéo, mais tout en le gardant. Il y a un test que j'adore faire, un sondage que j'adore faire, je le ferai pas là parce que j'ai affaire à des historiens, donc je vais me faire cramer. Mais c'est à un public demander de citer, sans réfléchir comme ça, une bataille principale de la Seconde Guerre mondiale. À 99%, 95% du temps, celle qui revient, c'est le débarquement en Normandie. Alors qu'en termes de bataille, c'est un événement important, très important, il y a des milliers de morts, mais par rapport à des Kursk, à des Stalingrad, à des Moscou, par rapport aux 25 millions de morts et quelques du front d'Est, et à cause de quoi ça? Pourquoi est-ce que personne connaît Kursk? Pourquoi est-ce que personne connaît, alors Stalingrad un peu plus, parce qu'il y a eu un jeu, il y a eu un film, un peu plus, voilà, mais la bataille de Moscou, moins 40 degrés, des mecs qui chargent dans un mètre de neige et les culasses d'armes qui gèlent, enfin c'est une bataille terrible, 1 million et quelques de morts, personne ne la connaît, pourquoi? Pour les films et pour les jeux vidéo qui ont été faits d'un côté, pas de l'autre. Et donc là, un jeune de 12 ans, de 10 ans, si je demande qui a gagné la Seconde Guerre mondiale, c'est les Américains.
Point barre. Pour lui, c'est une évidence. Les Américains ont énormément contribué à la victoire de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est pas les seuls, loin de là. Et les Russes ont sacrifié, ont perdu plus de 25 millions d'hommes. On ne sait même pas, c'est à quelques millions près. Donc quand on en est à quelques millions près, c'est quand même marquant. Sans parler des Anglais qui ont tenu. Il y a beaucoup de gens qui ont contribué à ça. Et de résumer ça au bombardement stratégique des Américains, je trouve ça très réducteur et très injuste pour des millions de morts, en fait, tout simplement. Et ça, c'est l'industrie du cinéma, des jeux vidéo qui ont contribué à ça. Donc l'honnêteté, pour moi, elle est là, en fait, à placer. Du coup, alors, je suis désolé, je pense que ce sera le dernier mot. Je veux juste te dire une chose, c'est le concept et la notion de divertissement qui me pose un petit peu souci. Parce que ça ne peut pas être une excuse et surtout il n'y a pas de différence de nature entre ce qui serait du divertissement et ce qui n'en est pas. Pour beaucoup de gens, je sais pas, lire Jacques Le Goff, c'est un divertissement. À ce moment-là, tout est divertissement, y compris aller puiser dans les sources, etc. Donc voilà, c'est pas une excuse de dire que c'est du divertissement. Le divertissement n'a pas à s'affranchir d'une certaine rigueur et d'une histoire. Et l'âge, pour moi non plus, c'est pas une excuse dans le sens où même une personne de 20 ans qui va jouer au jeu peut ne pas avoir le socle, on va dire, de connaissances. En fait, on est tous inégaux face à ça. Et peut-être qu'elle va prendre pour acquis parce qu'elle est néophyte dans ce domaine-là. Et moi, si demain on me parle d'une période historique dont je connais absolument rien et on me dit tel fait, c'est ça, et ben peut-être que spontanément, je vais pas, surtout si c'est un peu une source dans laquelle j'ai confiance, je vais peut-être pas avoir le réflexe d'aller vérifier. Et dans ce cas-là, on rentre dans les biais de. Donc c'est pas forcément non plus. Pardon, je suis désolée. Non, allez, droit de réponse. Après c'est moi. Parce que non, parce que c'est après. Vous avez totalement raison et je suis d'accord avec vous. Voilà, incroyable. Et ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. Voilà. Du coup, je tenais avant tout à remercier les différents intervenants et à remercier tous ceux qui nous ont suivis en direct et à leur rappeler que du coup la vidéo sera disponible d'ici peu de temps sur le YouTube de Point de Repère ainsi que sur le Facebook de Point de Repère. En attendant, je vous remercie tous et puis en espérant qu'il y ait une prochaine fois du coup. En 2 phrases, juste. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent s'il y a des DVD de Point de Repère qui vont sortir. C'est ma croix date, c'est mon cheval de bataille. Je fais tout pour que ça arrive. Sachez-le vraiment. C'est compliqué de sortir des DVD, c'est un coût, c'est juste une question de temps en fait, on est débordé, on est sur la saison 3, on essaie de faire en sorte qu'elle soit le mieux possible et je voulais la voir pour Noël, c'est possible que ça dérape de quelques mois, de 6 mois, mais en tout cas on veut avoir une édition DVD parce que si personne ne peut voir les épisodes, ça ne sert à rien de les avoir faits. Donc ça arrive, on est dessus et ça arrive, et j'y suis dessus personnellement. Voilà. Très bien, merci beaucoup à tous et puis très bientôt j'espère. Voilà. Merci.